Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, trois leaders du mouvement sénégalais Y'en a marre et un burkinabé du ballet citoyen ont été interpellés dimanche 15 mars à Kinshasa. Et il y a encore le secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, Monsieur Sylvain Loumou. Les lecteurs de ces deux mouvements étaient venus en RDC dans le cadre d'échanges d'expérience avec les jeunes Congolais sur la participation au processus électoral. Monsieur Mbelou, pourquoi une telle fébrilité de la part du régime Kabila? Vous savez que depuis que la population congolaise est descendue dans la rue le 19, le 20 et le 21 janvier, la Kabylie est sur ses gardes. Et elle a peur. euh, elle croit qu'à tout moment, elle peut être déstabilisée de l'intérieur et même éclaboussée. Ah, c'est cette peur-là qui justifie un peu ce qui est en train de se passer. Mais en essayant d'étudier la question de plus près, on se réalise qu'il y a eu une combinaison de plusieurs facteurs. Vous avez là des jeunes qui ont envie de rencontrer d'autres jeunes et d'échanger leurs expériences. Ah, ils venaient justement participer à la sortie officielle du groupe de jeunes de Kinshasa, Filimbi, partager leurs expériences. Quand vous écoutez l'un des jeunes ayant participé à cette organisation, je vous ai d'ailleurs envoyé le lien, vous vous rendez compte qu'il voulait s'initier à des méthodes non violentes pour pouvoir travailler au changement dans leur pays. Mais, il y a quand même derrière une main qui n'a pas hésité à pouvoir donner son identité, ce qui fait que, à mon niveau, j'ai peur que les jeunes, malgré leur bonne foi, aient été manipulés par des forces extérieures et des forces extérieures qui tiennent à jouer, cette fois-ci sans mettre des gants, à jouer au Congo à visage découvert. Cette question-là devrait être approfondie pour voir comment ces forces extérieures ayant choisi de jouer carte sur table à visage découvert pourront constituer un handicap à la récupération de l'initiative historique par les Congolais. Donc la question est délicate et elle demande d'être étudiée à tête reposée, froidement, mais aussi sur le temps long. Très bien, on va y revenir un peu plus loin. Mais les porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a indiqué qu'il est reproché à ces deux leaders du mouvement africain de promouvoir la violence en assurant une formation des jeunes Congolais à l'usage des instruments des violences. Est-ce suffisant pour commettre cet énième acte liberticide? Il a utilisé le mot terroriste. Donc ces jeunes, à peine ont-ils été appréhendés, ont été qualifiés de terroristes. Terroriste qui est un mot passe-partout et qui signifie en profondeur que ceux qui sont qualifiés de terroristes sont en principe voués à la mort. Quand vous suivez le lien du jeune Ben Kabamba qui essaie de s'exprimer sur ce qu'il y a eu, il montre qu'il était accompagné d'un autre jeune qui a été interpellé par le responsable de l'ANR, Kalev, qui lui a demandé de rentrer en contact avec un chef coutumier de son village, qui a pris rendez-vous avec lui en lui disant qu'il doit le sortir de ce trou-là avant qu'il ne puisse être tard. Il y a là un appel qui doit être lancé aux Congolais pour qu'ils sachent que leurs jeunes
peuvent être tués d'un moment à un autre. Et plusieurs de ces jeunes sont rentrés maintenant dans la clandestinité. À supposer que ces jeunes aient été des terroristes, la meilleure des choses à faire, si nous avions un gouvernement responsable, c'est de le juger au vu, au su de tout le monde. Quand Ben Bamba essaie d'expliquer ce qui s'est passé dans la salle où ils étaient, avec plusieurs de leurs invités, les invités dont certains faisaient partie de la fameuse majorité présidentielle, il ne comprend pas qu'ils aient été en train d'ourdir un complot dans une salle où l'on trouvait les Congolais et les Congolaises venant de tous les mouvements sociaux du Congo et puis des différents partis politiques. Donc il y a eu là, à mon avis, un piège dans lequel les jeunes sont tombés, un piège qui les livre à leur extermination, comme je le dis, malgré leur bonne foi, et comme je le dis dans l'article consacré à cette question, nos jeunes devront apprendre que leur bonne foi ne suffit pas. Ils doivent pouvoir apprendre à identifier leurs collaborateurs, ceux qui financent leurs actions, et les étudier dans différentes autres actions qu'ils financent à travers le monde pour savoir ce qu'ils poursuivent réellement et avec qui ils travaillent réellement. Donc ce qui vient de se passer est une question qui demande une étude très sérieuse et parce que ce qui vient de se passer engage l'avenir proche du pays. Donc tous ceux qui pourront maintenant se rassembler pour parler de la politique, pour parler de l'avenir du pays, risquent d'être rapidement assimilés aux terroristes et les fameuses élections de 2016 sont, à mon avis, déjà compromises par cette façon d'approcher les questions de la part de la fameuse majorité et de la Kabylie. Justement, Lambert Mende a également annoncé que les personnes arrêtées vont comparaître devant la police judiciaire avant d'être présentées à la justice très rapidement. Et plus intéressant dans cette affaire, et vous l'avez déjà souligné, il semble que l'ambassade des États-Unis à Kinshasa ait sponsorisé en partie ces événements. Quel intérêt pour l'Amérique d'Obama de sponsoriser de tels événements, M. Mbelou? Mais c'est là que les choses deviennent assez claires et compliquées à la fois. Quand on étudie de plus près les activités financées par l'agence de développement américaine et d'autres instituts qui lui sont proches, on se rend compte que ce financement ont été à la base de ce qu'on a appelé les révolutions de couleur. Est-ce une révolution de couleur qui était en train ou qui est en train de se préparer maintenant au Congo? Attendons voir. Mais les jeunes qui sont venus d'autres pays vers Kinshasa ont déjà participé, ne fût-ce qu'au Burkina Faso, à une révolution de couleur. Au Sénégal, ils ont participé au renversement au départ d'Abdoulaye Wade. Alors, voilà pourquoi je dis que cette question mérite d'être étudiée de plus près. Si notre ami Lambert Mende qualifie ces jeunes de terroristes, il devrait aussi catégoriser, qualifier le gouvernement des États-Unis qui dit avoir financé ces activités-là, des terroristes. Pourquoi y a-t-il eu, de la part de Lambert Mende, 2 poids 2 mesures, et même de la part des services secrets congolais? Le diplomate américain qui a été appréhendé au même moment que les jeunes a été libéré. Pourquoi a-t-il été libéré? Aujourd'hui, les États-Unis acceptent de jouer à visage découvert en disant « c'est nous qui finançons ce genre d'activité ». Alors si c'est leur partenaire, si les États-Unis sont leurs partenaires, ils ont
s'ils acceptent d'être un peu responsables, ils ont tout intérêt à aller échanger avec les diplomates américains pour qu'ils leur disent pourquoi ils financent ces activités-là, au lieu de garder nos jeunes au noir, avec cette possibilité de pouvoir les éliminer physiquement. Donc il y a là, je le répète, une question à étudier vraiment posément et en profondeur. Pourquoi ceux qui disent officiellement avoir soutenu ces jeunes-là ne sont pas du tout inquiétés, et ce sont les jeunes qui, eux, sont inquiétés? Est-ce que ce n'est pas un montage de la part de ces partenaires-là pour pouvoir livrer les jeunes en pâture au gouvernement fantoche de Kinshasa? Ça sont des questions et des hypothèses que nous essayons d'élaborer, eu égard à la façon dont ces messieurs-là travaillent à travers le monde. On a vu les agents de ces différents instituts chassés de certains pays parce qu'ils voulaient participer, ou ils étaient soupçonnés d'avoir participé au coup d'État d'où. Vous-même avez écrit sur les sujets un texte intitulé Les véritables adversaires du Congo Kinshasa ne se cachent plus. Et vous dites notamment ceci: il serait donc établi, selon Lambert Mende, qu'au Congo Kinshasa, le pays de Barack Obama finance, entre guillemets, le terrorisme. Alors pourquoi arrêter les jeunes terroristes et relâcher l'un des financiers de ce terrorisme? C'est la question que vous posez. Monsieur Bello, vous semblez être d'accord avec Lambert Mende? Non, non, c'est une façon de parler. J'échafaude là une hypothèse. J'échafaude mon hypothèse en disant, supposons que les jeunes aient été des terroristes. Les financiers des terroristes acceptent, ils disent, c'est nous qui avons financé. Pourquoi ne pas s'en prendre aux commanditaires, à ceux qui ont orchestré ce financement, et se limiter aux jeunes? Est-ce par peur des rapports de force qui leur sont défavorables, ou simplement il y a un deal conclu entre les différentes parties en présence pour pouvoir livrer les jeunes Congolais en pâture et ainsi créer une atmosphère qui ne puisse plus permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de travailler à l'avènement de notre Congo? Hein, c'est une question et à la fois une hypothèse que j'essaye d'échafauder. Donc ces jeunes gens, malgré leur bonne foi, auraient été victimes de leur naïveté en quelque sorte? Mais attendons voir comment la chose va se solder. Mon souhait aurait été qu'ils étudient, qu'ils commencent par étudier sérieusement d'où venait Ben Kabamba, dit clairement qu'ils n'ont pas été financés, et il identifie un seul groupe qui aurait bénéficié de ce financement-là. Hein, c'est aussi bien de réécouter son témoignage. Un jeune homme très engagé et qui aime son pays. C'est bien d'écouter son témoignage pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais quelque part, j'ai l'impression que leurs partenaires doivent avoir abusé de leur bonne foi. Mais M. Mbello, toutes les ONG congolaises qui fonctionnent au pays ne fantasment que sur les financements qui viennent de l'Occident. On l'a vu dernièrement avec Charlie Hebdo. J'ai vu une ONG congolaise de la presse qui avait même affiché une grande affiche, je suis Charlie à Kinshasa. Oui. Juste pour, je pense, c'était juste pour avoir les financements. Oui, mais je ne sais pas si on en a déjà parlé. Je crois qu'en parlant de la vacuité de la pensée politique à Kinshasa, lors de notre dernière émission, je crois avoir fait allusion à ce qui se passe. C'est entre autres ceci. La pensée politique et la pensée sociale au Congo sont contrôlées de l'extérieur. Et quand vous lisez un article comme celui dont je me suis inspiré
pour écrire mon dernier article. Il est intitulé Venezuela, théorie de coup d'État doux, une pratique paramilitaire de violence et terreur. C'est un article écrit le 18 mars par Ruben Ramos. Vous comprenez pourquoi toutes ces ONG-là bénéficient du financement extérieur. C'est une façon de contrôler la pensée de la société civile et la pensée de ceux qui nous restent encore de classe politique. Quand vous lisez mon dernier texte, vous voyez que je cite un petit extrait d'un texte de Steve Biko. Steve Biko dit ceci: l'outil le plus puissant entre les mains de l'oppresseur, c'est la pensée de l'opprimé. Comme la pensée congolaise, sociale, politique, culturelle, est en grande partie prise en otage par ceux qui en connaissent, ceux qui connaissent la force, l'importance de la bataille des idées, il sera très difficile à la société civile congolaise et à plusieurs de ses partis politiques. Le Congo a 447 partis politiques, pour votre information, mais la pensée politique, culturelle, la pensée sociale est contrôlée. Donc il y a là comme une urgence de pouvoir réinventer la pensée sociopolitique, la pensée socioculturelle, la pensée spirituelle congolaise et africaine. Nous avons besoin, en tant qu'individus, de pouvoir retravailler notre âme. Les pays qui sont en train de pouvoir émerger aujourd'hui et d'aller de l'avant, ce sont des pays qui revisitent leur âme. On voit la Russie avec la slavophilie, on voit la Chine avec la pensée confucéenne, on voit l'Amérique latine avec la pensée bolivarienne. Tous ces pays émergents revisitent la pensée de leurs ancêtres, la spiritualité de leurs ancêtres. Il y en a même qui s'inspirent de l'orthodoxie et du christianisme. Nous, pour la plupart des compatriotes qui œuvrent dans les partis politiques et les ONG de la société civile, notre pensée politique et intellectuelle et spirituelle est prise en otage par les ONG qu'on appelle abusivement des partenaires extérieurs. Il y a là un danger sérieux. Mais M. Mbelou, comment apprendre aux Congolais à avoir confiance en eux, puisque la mentalité semble totalement extravertie, principalement vers l'Occident? Oui, mais c'est là le travail que doivent abattre ce que nous nommons de temps en temps les minorités organisées et agissantes. Vous avez encore aujourd'hui, malgré tout, des Congolais qui se lèvent, qui essaient d'étudier ces questions-là, qui proposent des orientations. Je vous rappelle par exemple que des compatriotes qui sont au Canada vont revenir bientôt sur le livre de Mabika Kalanda, La remise en question, que le 11 avril, le groupe Epiphanie organise une conférence sur la table ronde de Bruxelles à Koumba à 18h, que quand vous lisez de plus en plus certains articles de messieurs comme Thioyo Moufonkol, vous vous rendez compte que ces orientations-là apparaissent de plus en plus. Il y a du travail qui se fait, il y a du travail qui se fait, c'est à ces minorités organisées et agissantes de pouvoir le faire connaître, de le partager, et surtout de le partager avec les jeunes générations. Elles ont besoin d'être bien outillées pour mener à bien les luttes dans lesquelles elles sont en train de s'engager avec beaucoup de fougue et d'enthousiasme. Et comme vous l'avez dit,
il y a un travail sérieux à abattre pour que les Congolais et les Congolaises puissent réavoir confiance en eux-mêmes. Le viol de l'imaginaire, avec, quand vous lisez l'un de mes derniers articles, vous voyez que j'ai fait allusion au programme d'ajustement structurel qui nous ont été imposés des années 80 aux années 90. Et la guerre s'en est suivie. Et il y a là des phénomènes d'abrutissement qui ont duré pendant très très longtemps. Et ces phénomènes d'abrutissement ont participé du viol de l'imaginaire. Alors, comme nous ne cessons de le dire, la recréation de notre imaginaire, la création, la reconstruction d'un imaginaire alternatif est un travail que les élites éveillées, avisées, doivent pouvoir abattre. Dieu merci, le Congo-Kinshasa en a encore. Très bien, autre chose, plusieurs membres de la majorité présidentielle ont rencontré ces derniers jours Joseph Kabila à Kinshasa. Ces audiences font suite à l'envoi d'une lettre adressée à Kabila le 5 mars par cette partie de la majorité et symbole d'un malaise au sein de sa coalition. Monsieur Mbelou, cette démarche semble illustrer un mode de fonctionnement de cette majorité pour le moins insolite. Joseph Kabila demeure un taiseux difficile à comprendre même dans son propre camp. Non, il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise. Il y a un appel que ces membres de la fameuse majorité présidentielle sont en train de se lancer parce qu'ils se réalisent que le bateau est en train de couler. Le bateau est en train de couler. Avec ce qui s'est passé dimanche à Kinshasa, il faut ne pas avoir des yeux pour ne pas voir. Quand vous avez un pays qui vous dit, qui est chez vous, qui vous dit, c'est moi qui finance ce genre d'activité, et qui ne cesse de vous répéter que ça n'est fini avec le mandat de ce monsieur, et quand vous avez la rue qui gronde, la rue qui dit « il y en a marre, nous n'en voulons plus », ces gens-là ont compris. Et comment est-ce qu'ils vont jouer leurs cartes? Ils vont faire semblant d'être les durs de la majorité parce qu'ils doivent quand même assurer leurs arrières. De quoi demain pourra-t-il être fait pour eux? Ils jouent leurs cartes de demain déjà maintenant, ici et maintenant. Mais le comble, c'est que l'attention se focalise sur un individu et non sur le système auquel il a participé, parce que ce n'est pas son système. Alors ces messieurs-là sont en train de faire comme si eux-mêmes n'étaient pas les maillons du système auquel ils ont participé ensemble avec leur ami. Ils donnent l'impression que c'est lui qui avait le pouvoir. Or, lui n'avait pas le pouvoir. S'il avait un quelconque pouvoir, on l'aurait senti dans la réaction qu'il aurait affichée quand les États-Unis ont dit avoir financé les activités qui se sont déroulées à Kinshasa le dimanche 15 mars. Donc, il y a là une sensation dans le chef de ces messieurs-là que la terre est en train, le sol est en train de se dérober sous leurs pieds et qu'ils doivent pouvoir tirer leur plan. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé avec un certain entourage de M. Mobutu. Quand cet entourage avait senti que le maréchal était dans la ligne de mire de ses ex-créateurs, il a commencé à se retirer. C'est le même phénomène qui est en train de se répéter. Mais comme chez nous... Oui. Monsieur Mbelou, l'un des auteurs de la lettre adressée à Kabila a dit notamment ceci, qu'il serait important qu'il se prononce sur le projet avorté de la réforme de la Constitution, sur la loi électorale et sur la manifestation. Ils disent qu'ils ne l'ont pas entendu là-dessus. Et un autre de dire qu'il est inquiet
de voir un fossé d'incompréhension se creuser entre la population et la majorité au pouvoir. Est-ce que ces gens seraient-ils en panne d'idées pour se maintenir au pouvoir? Oui, mais ils parlent du fossé. Ils ont senti qu'il y a un fossé sérieux. Et avec les bourdes qu'ils viennent encore de commettre maintenant, n'oubliez pas que quelqu'un nous a fait une remarque là, lors de notre dernière émission. Il nous a dit, mais vous parlez de tout en oubliant qu'ici à l'Est, au lieu de pourchasser les FDLR, ce sont les citoyens, vos concitoyens, qui sont en train d'être tués. Donc, il y a des concitoyens tués à l'Est, il y a des jeunes de Lucha arrêtés et torturés à l'Est, il y a la rue qui a grondé le 18, le 19, le 20 et le 21, il y a ces jeunes de Filimbi qui sont rentrés dans la clandestinité. Tout ça constitue un contexte de cruauté qui fait que le fossé va se creuser davantage entre cette majorité dite présidentielle et la population congolaise. Or, même si au cours de ces élections, les choses sont déjà jouées à l'avance, ils auront, ne fût-ce qu'à faire semblant, d'aller solliciter les suffrages du peuple. À quel peuple vont-ils s'adresser? Parce qu'il y a un fossé qui s'est créé entre eux et les populations congolaises. C'est là qu'ils sont inquiets. Ils pensent encore à leur avenir politique, même si, pour la plupart, il devient de plus en plus clair qu'à moins des tricheries sérieuses ou à moins qu'ils s'imposent comme ils l'ont fait en 2006 et 2011, ils n'ont plus tellement d'avenir politique. Très bien, pour finir, le gouvernement Matata 2 vient de totaliser 100 jours. Quel bilan peut-on en tirer, sachant que ces gouvernements regroupent ce qu'on a appelé une grande coalition? Il y a des opposants qui y sont entrés, les MLC, l'opposition républicaine de Kengo. Quel bilan peut-on en tirer de ces 100 premiers jours du gouvernement Matata 2? Je m'excuse de vous rappeler ce que je ne sais vous dire. Vous parlez de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement dans un État raté. Ce sont des capitaux médaillés de l'ordre néolibéral. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que le Fonds monétaire international est allé dernièrement à Kinshasa pour renouer avec ce gouvernement-là, un gouvernement fantoche. Donc, dans un État raté, il n'y a pas de gouvernement. C'est-à-dire, ces messieurs poursuivent leur lutte contre le Congo. Ils ont bradé sa richesse. Hein. Souvenez-vous de cet article d'un ex-professeur d'Anvers qui nous a indiqué que de 2013 à 2014 ou 2015, c'est plus, ce pays-là a perdu 17 milliards de dollars. Alors, le Fonds monétaire international retourne là-bas. La Banque mondiale vient de financer l'aéroport de Goma pour un montant de 52 millions de dollars. Nous avons là, en face du peuple congolais, des agents de l'ordre néolibéral travaillant avec des tueurs à gages économiques que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, si bilan il y a pour ces capitaux médaillés, le bilan est totalement négatif. Le peuple congolais n'a rien vu tomber dans son assiette pendant que clame à haute voix que l'économie congolaise présente une croissance à 10 chiffres. Maintenant, il commence à parler d'une économie inclusive de manière sociale pour avoir fait un champ à Bukangalonzo, je ne sais où là. Mais c'est du bluff tout ça. Il n'y a pas de gouvernement dans un État raté
dans un État failli, il n'y a que des capitaux médaillés d'un ordre néolibéral qui tend à esclavagiser les Congolais, à conduire le Congo à son implosion, à son éclatement, à sa balkanisation. Et la guerre se poursuit à travers ces capitaux médaillés-là. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.